Nous sommes de retour dans cette édition du 8 juin 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver notre invité Pierre Sabatier pour notre page éco. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pierre Sabatier, vous êtes économiste, prévisionniste et président du cabinet PrimeView. Pierre, on a beaucoup de choses à voir avec vous ce matin. On va commencer par la Chine, puisque la reprise économique chinoise qui semblait être acquise au T1, eh bien, finalement semble complètement s'essouffler. Quelles en sont les raisons et est-ce si important que ça, Pierre ? Alors, c'est un beau sujet. Il y a eu beaucoup de fantasmes, effectivement, sur la réouverture de l'économie chinoise en fin d'année 2022, pour une raison toute simple, c'est que, il faut être clair, le monde et l'économie mondiale cherchent des relais de croissance. Elles cherchent des relais de croissance parce que les États-Unis tous, l'Europe évidemment patine en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et finalement, le prétexte d'une réouverture de l'économie chinoise, deuxième économie mondiale, je le rappelle, qui pendant 2 ans, finalement, s'est infligé une politique extrêmement rigoriste pour la gestion du Covid, et grosso modo, en fait, elle était à l'arrêt, et bien, a laissé l'espoir d'une réouverture qui nous amènerait à reconnaître pour ce pays l'extraordinaire reprise que les États-Unis et l'Europe ont connue en 2021. Or, et c'est là où il y a eu méprise probablement, c'est que là, on n'est pas tout à fait sur les mêmes causes, donc pas tout à fait les mêmes effets. Évidemment, on a eu réouverture de l'économie chinoise, mais en réalité, la politique zéro Covid en 2022 n'était bien évidemment pas aussi rigoriste en fait que celle qui était implémentée en 2020. Donc déjà, il y a un effet de base différent, c'est qui est tout simplement lié au fait que oui, il y a réouverture, mais il n'y avait pas une fermeture telle que, en gros, on avait une économie qui était complètement à l'arrêt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est associé au contexte extérieur. Vous savez en fait que l'économie chinoise, elle reste très dépendante du reste du monde. Une bonne partie en fait de la richesse créée là-bas provient de l'extérieur, de la demande interne des autres pays du monde, à savoir les exportations. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on est sur un contexte international, c'est-à-dire un contexte des clients de la Chine qui est plus ou moins en difficulté. Prenez l'exemple de l'Allemagne qui est en récession technique, là c'est avéré, mais le reste du monde, voilà, avance, mais avance à un rythme extrêmement lent. Donc là aussi, le moteur de la croissance des exportations est assez limité et décevant, il faut l'avouer. Donc, et décevant, en tout cas, ne suffit pas pour véritablement entraîner la Chine dans un niveau de croissance qui est très élevé. Alors vous me direz, oui, mais quid du marché intérieur ? Bien là, c'est un sujet qui nous passionne d'ailleurs, sur lequel on a beaucoup publié maintenant depuis une dizaine d'années. Oui, il y a la stratégie zéro Covid, mais les autorités en fait chinoises doivent adresser des problèmes qui sont des problèmes lourds et qui ne sont pas encore réglés. Et j'en noterai simplement 2. Un structurel, qui est un vieillissement accéléré de leur population, qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que, rappelez-vous, la politique de l'enfant unique en Chine, c'est 1979. Voilà, nous sommes grosso modo 40 ans plus tard, donc c'est-à-dire que les gens qui avaient 20 ans à l'époque commencent à avoir 60 ans. La population en fait chinoise qui se stabilise en nombre est en train de se déformer en termes de pyramide des âges au profit des gens qui sont les plus vieux. Or, vous savez qu'en termes de consommation, puisque c'est ça le pilier de la richesse créée dans tous les pays, eh bien, notre profil de consommateur est assez stable en fonction de son âge. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on consomme de moins en moins lorsqu'on vieillit. Et donc, vous comprenez bien que structurellement, en gros, le potentiel d'augmentation de la consommation des ménages chinois, simplement lié à leur, je dirais, démographie, est un peu moins puissante que par le passé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, n'oublions pas aussi que les autorités, donc ça, c'est un problème structurel qui sera lourd à gérer. Un deuxième problème que les autorités doivent gérer dès aujourd'hui, c'est quand même le surendettement généralisé accumulé du temps de la décennie 2010. Alors, je sais que les banques essayent et les autorités essayent de lâcher un peu la bride donc des autorités bancaires pour qu'elles puissent en fait délivrer plus de prêts que par le passé. Ça a un peu marché, mais on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Lorsqu'on est déjà sur des stocks de dette qui sont très élevés, vous pouvez libérer ou là essayer d'inciter à, mais concrètement, il y a un effet aujourd'hui qui est un effet stock qui fait que naturellement, et comme ça pouvait être entre guillemets prévisible, évidemment on a un rebond de la croissance, il ne faut quand même pas le nier, mais on n'a pas un rebond de la croissance qui est d'ailleurs susceptible de contrecarrer le ralentissement des autres. Et alors justement Pierre, hier et avant-hier, l'OCDE et la Banque mondiale ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'économie mondiale, notamment du fait de la reprise économique en Chine. On est en train de se rendre compte que cette reprise économique potentiellement ne pourrait pas avoir lieu. Du coup, est-ce que ces prévisions sont erronées, Pierre ?
Alors, vous savez, hein, lorsqu'on fait de la prévision, il faut avoir beaucoup d'humilité. Hein. Je ne suis pas venu avec la boule de cristal pour vous donner un chiffre précis. Non, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, et c'est toujours le problème des prévisionnistes et des grands instituts de prévision, c'est qu'on a un petit peu, quand même, tendance à projeter ce qui vient de se passer. Donc, on a quand même sur un niveau de croissance en Chine qui a rebondi donc depuis le début de l'année, enfin depuis la fin d'année dernière, qui était plutôt une agréable surprise. Mais effectivement, celui-ci s'épuise, donc ce moteur-là s'épuise, en tout cas ralentit. Et nous, ce qui nous inquiète plus en termes d'économie mondiale sur l'ensemble de l'année, c'est le second semestre, qu'il soit américain ou européen. Et donc pour nous, on a une forme de... La Chine va s'en sortir à peu près correctement, moins bien que ce qui était anticipé, mais correctement. Mais les États-Unis et l'Europe, selon nos prévisions, en fait, tomberont en ralentissement sévère, voire en récession d'ici la fin d'année. Tout simplement parce qu'il faut avoir en tête que et je crois qu'on l'avait déjà évoqué ensemble, hein, que les mauvaises nouvelles sur le front de la macroéconomie arrivent. Tout simplement parce que c'est toujours comme ça. Lorsqu'on augmente ses taux directeurs, il faut 12 à 18 mois pour que ça ait un impact sur nos vies à vous et moi, en tant que consommateurs, en tant qu'entrepreneurs, voire même en tant qu'État. Or, aux États-Unis, mars 2022 pour la première hausse des taux, en Europe, juillet 2022 pour la première hausse des taux. Donc, vous voyez que ça nous ramène au second semestre de cette année. C'est pour ça que sur les prévisions revues à la hausse, je les trouve un peu osées, parce qu'elles nient l'impact naturel et souhaité d'ailleurs, hein, de la baisse de la demande finale associée aux politiques rigoristes qui ont été menées par les banques centrales depuis l'année dernière dans les deux grandes zones quand même qui sont assez importantes dans l'économie mondiale, que sont les États-Unis d'une part, l'Europe d'autre part. Et l'Europe d'autre part. Pierre, on va basculer alors sur ce mélodrame qu'agite la sphère financière chaque année quasiment, c'est le potentiel shutdown aux États-Unis. Encore une fois, le dénouement est heureux, le plafond de la dette a été voté par le Parlement américain, validé par le président Joe Biden. Une des conséquences, c'est que finalement, les États-Unis vont devoir émettre 1000 milliards de dollars d'obligations. Est-ce que les marchés vont pouvoir absorber cette somme-là? Et surtout, ma question, c'est surtout à quel taux? Parce que actuellement, le taux de la Fed est contre 5 et 5,25. Potentiellement, ça va être plus de 5,25% du coup. Est-ce que les États-Unis, quelles vont être les conséquences de cette émission record pour les marchés financiers et pour l'économie? Alors c'est intéressant votre propos parce que ça pose, vous savez, souvent les gens voient les marchés financiers comme quelque chose de rationnel. L'évolution en fait des marchés financiers, ça résonne aussi en fait un peu avec un métier de plombier où il faut faire attention où sont les tuyaux. Et là vous avez raison, il y a une forme de concurrence exacerbée qui va arriver au regard des émissions obligataires émises par le premier émetteur au niveau mondial que sont les États-Unis, d'un point de vue obligation souveraine évidemment. Donc il peut y avoir une petite tension sur les taux, mais c'est pas ça notre sujet. Donc alors pour être très concret, si à un moment donné vous avez un émetteur qui émet beaucoup, avec un niveau de rentabilité qui, même à 5 ou 5,25, est déjà attractif. Hein. Donc, par rapport à ce qu'il était il y a 1 an et demi, rendez-vous compte. Et donc, on est déjà en fait face à du papier qui est attractif et qui est redevenu attractif. Le volume associé, eh bien, ça sera autant en fait d'épargne qui aurait pu être mobilisé dans les autres actifs. Donc, la conséquence de cette émission record, elle est moins associée au niveau de taux auquel elle se fera, puisque les gens seront ravis d'avoir du papier qui vous rémunère plus de 5% par l'émetteur quand même qui paraît être un des plus solides, si ce n'est le plus solide sur cette planète. Mais la conséquence, c'est moins sur finalement l'obligataire que sur le reste, qui va pâtir du fait qu'il va y avoir une captation de l'épargne supplémentaire donc, par la sphère obligataire souveraine. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer en conséquence à court terme des spreads de taux sur le reste de la cote obligataire qui augmentent un peu, notamment sur la partie la plus risquée, le high yield d'abord, l'investment grade un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait l'écart de rendement, vu qu'il y a un gros émetteur qui va être l'État, donc va être un peu plus défavorable aux corporates parce qu'il y aura moins d'argent pour eux, c'est le premier point. Les marchés actions et les marchés immobiliers également en fait devraient en pâtir. Donc en fait, vous voyez, c'est des jeux de vases communicants. Je sais que l'émetteur c'est l'obligataire, on pourrait penser que c'est lui qui va souffrir, et bien selon nous ce n'est pas le cas, parce qu'en réalité l'attractivité de ce papier fera que ça va lui bénéficier, ça sera au détriment des autres. Et donc le détriment des autres, c'est le reste de la cote, augmentation des spreads de taux à court terme et des marchés actions ainsi qu'un marché immobilier dans un second temps en fait qui seront encore un peu plus pénalisés. Alors ça c'est le point de plus court terme. Mais ce que j'aimerais quand même par rapport au sujet du shutdown et du plafond de la dette, qui est un jeu qu'on nous resserre depuis plus de 10 ans maintenant, hein. On finit par vieillir et donc on finit par redébattre à peu près toujours des mêmes choses. Non, ce qui nous intéresse quand même, c'est que c'est quand même pas un chèque en blanc.
Et la vraie différence, selon nous, le vrai game changer, c'est pas shutdown ou pas shutdown. Les États-Unis ne sont pas suicidaires et je ne crois pas en fait qu'ils vont le devenir. Donc il était à peu près sûr qu'on trouve un modus operandi qui permette de régler le problème. Maintenant, ce n'est pas un chèque en blanc et ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut pas oublier que si les États-Unis et la croissance américaine s'est maintenue au cours des derniers mois, c'est aussi beaucoup parce que la politique gouvernementale est très en soutien de la demande privée. Vous avez des autorités monétaires et des banques centrales qui appuient sur les freins des deux pieds, mais vous aviez un État jusqu'à maintenant qui appuyait sur l'accélérateur en même temps. Et donc ça annihile. Donc la réalité, c'est quand même que, et en plus avec les élections à venir, la proximité des élections aux États-Unis, on estime qu'il y a quand même un game changer qui vient du fait qu'il va être un peu moins facile pour le gouvernement actuel de soutenir la demande finale. Et ça veut dire que c'est plutôt un effet qu'on va voir à moyen terme, qui va être un effet d'exacerbation, qui fait que vous avez le 12 à 18 mois dont on parlait tout à l'heure et le second semestre 2023 sera sérieusement plus compliqué en termes d'économie réelle, en termes de macroéconomie. Si vous avez des conditions de financement qui sont moins agréables, à savoir plus chères et moins disponibles, et un État qui joue un peu moins son rôle de béquille, eh bien vous pouvez être en fait en situation où le ralentissement, voire la récession en fait survient. Et c'est notre scénario central pour la fin d'année, début d'année 2024. Ok, très clair. Au chapitre de l'inflation, donc évidemment, la semaine prochaine, les yeux des investisseurs des marchés financiers sont tournés vers la Fed et la BCE qui rendront leurs décisions de politique monétaire. Si on zoome particulièrement sur la zone euro, on voit que l'inflation a drastiquement diminué, passé de 10% à 6%, mais il y a quelque chose qu'on peut noter, c'est qu'elle reste particulièrement élevée dans les services. Est-ce que techniquement, une inflation élevée dans les services peut à un moment ou à un autre se transmettre dans le secteur manufacturier industriel et par la force des choses faire repartir l'inflation? Alors selon nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les liens de causalité font que en fait, celui qui est en retard, c'est le secteur des services. Et c'est la raison pour laquelle le secteur manufacturier, il est directement confronté à des coûts de production associés en fait au prix des matières premières. Puisque en gros le secteur manufacturier, c'est j'ai d'abord un producteur de matières premières, ensuite derrière un acheteur de matières premières qui va pré-transformer en fait ces matières premières pour en faire un produit intermédiaire, puis ensuite derrière on va dire un manufacturier qui va acheter ces produits-là. Donc vous voyez, la chaîne est directement connectée à la source. Donc l'inflation du prix des matières premières, qui est quand même en fait l'origine de l'inflation actuelle, notamment en 2022, associée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, fait que très vite on a eu inflation à des niveaux qui étaient stratosphériques. Inflation dans le manufacturier, inflation des prix à la production. Le secteur des services, c'est beaucoup plus tardif, parce qu'il est moins confronté en direct à l'augmentation des coûts de production associés, puisque par construction, la proportion de ce que vous consommez de votre chiffre d'affaires dans la consommation des produits en provenance de tiers est beaucoup plus faible dans du service que dans du manufacturier. Donc en réalité, l'inflation qui se maintient dans le secteur des services aujourd'hui, c'est elle qui est en retard. Elle traduit la réalité de l'année dernière. Et vous verrez que très progressivement d'ici la fin d'année, eh bien vous allez avoir un glissement. Et donc, comme souvent, et comme même plus que comme souvent, comme toujours, l'inflation des services suivra l'inflation manufacturière avec un effet retard, tout simplement parce que vous avez compris, dans un compte de résultat d'une entreprise, en fonction du secteur d'activité, vous êtes plus ou moins tout de suite soumis aux variations de prix. Dans le service, c'est beaucoup plus tardif. Donc, nous estimons aujourd'hui qu'il y a peu de chances pour qu'on ait un effet d'auto-alimentation qui proviendrait des services. Pour nous, c'est toujours la même chose. 1, les matières premières, 2, le manufacturier, 3, les services. Et voilà, et vu que vous le savez, sur le front des matières premières, on a eu un reflux des prix qui était assez conséquent, qui est même très conséquent. Dans le monde manufacturier et les prix à la production, en fait, on a eu un reflux qui est d'autant plus conséquent. Ça suivra dans le monde des services d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Mais vous voyez, en fait, le secteur des services en termes d'inflation sera beaucoup plus connecté avec nos niveaux de croissance. Donc, tant qu'on n'a pas vrai ralentissement de la croissance globale, eh bien, on a des services qui peuvent continuer finalement à jouer cette petite musique. Mais dès qu'on va avoir un ralentissement un peu plus ferme d'ici fin d'année, là, vous verrez que ça va s'ajuster naturellement. Oui, parce qu'il y a une autre statistique qui est sortie en même temps que cette inflation, c'est la consommation en Europe qui a ralenti du coup par la force des choses, si je comprends bien. Les faisceaux d'indicateurs que vous nous présentez militent pour une baisse de l'inflation marquée d'ici à la fin de l'année, voire au début de l'exercice 2024. Absolument. En quelque sorte. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous ce matin. Pierre Sabatier, vous êtes économiste, prévisionniste et président du cabinet PrimeView et c'est toujours un régal de vous entendre chez nous puisque vous êtes très clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Pierre. Nous, on marque une rapide courte page de publicité de notre côté et on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur Tes Finances.